Well, good morning. Bonjour. Merci. Merci à Sofia Sakorafa et merci à tous les autres membres de ce Parlement. Merci pour l'occasion qui m'est donnée d'être ici. Et je tiens à remercier Zoé Constantopoulos. Merci de nous avoir donné l'occasion de participer à la commission de la vérité sur la dette. Et merci de m'avoir fait connaître autant de grec que j'ai appris à aimer. Merci beaucoup Zoé, merci Sophia. J'ai préparé un exposé. Est-ce que c'est prêt techniquement? Oui. Avant toute action, il faut qu'il y ait un audit de la dette. Dans ce panel, on est appelé à discuter des principes de l'ONU en matière de restructuration de la dette. Et par conséquent, j'aimerais parler de l'applicabilité de ces principes. C'est-à-dire que l'audit soit un préalable à toute action. Et je parlerai également des défis, ou en tout cas de certains de ces défis. Tout d'abord, les principes de l'ONU en matière de restructuration de la dette. Ça, c'est très important. Le droit souverain de lancer un processus de restructuration, la bonne foi, la transparence, l'impartialité des institutions, un traitement équitable pour les créanciers, l'immunité souveraine, la soutenabilité. Voici les principes de l'ONU. Ces principes sont très importants, mais il faut les appliquer dans le cadre d'un processus légitime portant sur la dette. Qu'avons-nous trouvé? Et qu'est-ce que j'entends par ce que je viens d'énoncer? Ce que j'entends, c'est que ces principes présupposent l'existence, tout d'abord, d'une dette indéniable qui doit être renégociée. Il faut qu'il y ait des acteurs et des institutions, il faut qu'il y ait des instances judiciaires indépendantes. Il faut également qu'il y ait une compatibilité entre la soutenabilité de la dette et le respect des droits de l'homme. Ça doit aller de pair. Ces principes de l'ONU s'appliquent à un processus légitime sur la dette, ce qui se matérialise rarement dans la réalité. Qu'avons-nous trouvé en Équateur, au Brésil et en Grèce et dans beaucoup d'autres pays? On s'est retrouvé face à un système de la dette et il ne s'agissait pas d'un processus légitime. C'est quoi un système de la dette? C'est l'utilisation à mauvais escient de l'instrument de la dette publique qui fonctionne comme instrument permettant de transférer des ressources vers le secteur financier plutôt que de financer l'économie des États. La caractéristique principale du système de la dette est une dette publique sans contrepartie, sans bénéfice pour le pays et pour la société. Et le principal bénéficiaire reste le secteur financier. Ce système de la dette, comment fonctionne-t-il? Tout d'abord, il crée de la dette. Et sans contrepartie pour le pays ou pour la société. Deuxièmement, l'émission du FMI est omniprésente. On retrouve cette émission dans le plan économique qu'on retrouve dans les protocoles d'accord et dans l'expertise fournie pour ces accords. Ensuite, et c'est le troisième point, l'influence des pouvoirs financiers. C'est un peu de ça dont parlait Casimatis. Les banques sont renflouées et ce faisant, on sacrifie les peuples et les pays. Quatrièmement, les privilèges octroyés aux créanciers. Le système de la dette garantit, dans le droit, le privilège des créanciers. Au-delà de tout droit, en termes politiques et dans les médias, c'est le message qui est avancé, qui est mensonger. Et puis la corruption. La corruption est essentielle pour le système de la dette. Pas seulement
parce que la corruption s'y retrouve, mais parce que les cas de corruption mineure sont utilisés comme cache-sexe, de façon à ce que l'on ne voit pas les cas de corruption bien plus grands qui sont au cœur du système. Quelques exemples. Prenons le cas grec, qui est le plus important pour l'Europe. Les interférences du FMI étaient énormes. Les accords passés depuis 2010 n'ont pas été à l'initiative du peuple grec. Ces accords ont été signés avec l'expertise du FMI, avec la participation de la Troïka. Entre le protocole d'accord imposant un plan économique complet figurant dans l'accord prévoyait que tous les montants prêtés depuis 2010 devraient être appliqués pour se mettre en conformité avec les obligations édictées par le FMI, notamment en fournissant un soutien aux banques lorsque le besoin s'en ferait ressentir. C'est ce qui est écrit dans le protocole d'accord. Soutenir les banques le cas échéant. Un manque de contrepartie. La Grèce n'a pas reçu de bénéfices découlant de ces accords, quels qu'ils soient, et cela depuis 2010. Ces accords visaient à privilégier les banques. Et puis il y a un fait intéressant. La Grèce avait un conseiller juridique, Climston et Hamilton. C'était le cabinet d'expertise juridique, laquelle est sise aux États-Unis. Pourquoi est-ce que je précise cela? Lorsque je dis une dette sans contrepartie pour la Grèce, je dois expliquer. Il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été utilisés pour créer cette dette du côté grec. Par exemple, les statistiques falsifiées mentionnées par Eric étaient liées à la création d'instruments financiers, les swaps de Goldman Sachs. C'est ainsi que la dette publique grecque a été réaménagée. Alors, qu'a reçu la Grèce? Rien. Mais il y a eu création de dette. Ensuite, et c'est le deuxième point, selon le troisième accord, on retrouvait, caché dans une des annexes d'un des accords de prêt bilatéraux, ceci. Les fonds de cet accord bilatéraux étaient transférés à certains créanciers concernés. Qui étaient-ils? C'étaient les banques. Les banques ayant toute valeur mobilière grecque, légitime ou pas, en bénéficiaient. Donc c'était un arrangement qui avait été trouvé. On utilisait un compte ouvert auprès de la BCE par la Commission européenne, de façon à ce que les institutions, la Troïka, puissent être liées à ce processus qui conduisait à des préjudices pour la Grèce. Et aucun bénéfice n'en est sorti pour la Grèce. Il y a un autre mécanisme qui a créé de la dette au détriment de la Grèce. Et il s'agit des marges prévues dans le cas de FESF afin de recapitaliser les banques et les institutions financières. Ce mécanisme utilise une entreprise créée au Luxembourg, un paradis fiscal, une société anonyme qui se concentrait sur les échanges d'actifs toxiques détenus essentiellement par les banques privées et qui pouvait se prévaloir de cette marge FESF. La Banque centrale européenne et les autorités publiques allemandes ont apporté un soutien au FESF. Là encore, pas de garantie ou de contrepartie pour la Grèce. Au-delà de tout cela, il y a eu création de plus de dettes en invoquant des coûts extrêmement abusifs imputés sur le compte de la Grèce, ce qui crée d'autres obligations du côté de la Grèce. Et donc, j'ai une question à vous poser, ceux qui interviendront
à ceux qui prendront la parole après moi. Comment appliquer les principes de l'ONU en matière de refinancement de la dette? Comment l'appliquer, cet ensemble de principes, à une dette qui a été générée ainsi, c'est-à-dire sans bénéfice, sans légitimité? Comment appliquer un processus de renégociation portant sur cette dette? Alors, j'aimerais signaler quelques privilèges ressortissants de ce système de la dette en Europe. Tout d'abord, la BCE a mis en œuvre plusieurs mesures juridiques non standards au bénéfice des banques, et ensuite Eurostat a changé les règles afin de s'adapter aux intérêts des banques. Et ensuite, il y a eu la création du FESF comme une voie transitoire afin d'éviter de se soumettre au droit international. Ces bénéfices pour les banques ont conduit à une dette pour la Grèce, également dans d'autres États de l'Union européenne. Il y a beaucoup de similitudes dans le système entre le processus grec et nos pays latino-américains. Un exemple simplement, car je suis tenu par le temps. Dans les années 90, on était en négociation au Luxembourg. La dette brésilienne, la dette équatorienne, argentine, faisait l'objet de négociations au Luxembourg. Au Luxembourg, le même pays. À l'époque, on parlait du plan Brady, avec plusieurs illégalités qui l'entachaient. Pas d'enregistrement des obligations. Il y avait des échanges sur ces valeurs qui se faisaient dans des paradis fiscaux, car aucune place financière n'échangerait ces obligations. Il y avait une absence totale de redevabilité et il y avait transformation de certaines obligations après un processus de privatisation sans aucun bénéfice pour nos pays, et ça a conduit à un grand désastre dans nos économies. Voici le plan Brady qui nous avait été réservé. Qui était le conseiller juridique selon vous? Clearing, Hatton, Spindler et Hamilton. C'est-à-dire les mêmes conseillers que pour la Grèce. Pourquoi est-ce que je signale cela? C'est parce que j'ai été invité en 2009-2010 aux travaux d'un premier groupe au sein de la CNUSED. Mais avant ce groupe portant sur la restructuration de la dette, il y avait un autre groupe qui avait demandé à ce qu'il y ait des principes de prêt responsable. Et devinez qui étaient les conseils juridiques de l'ONU au sein de la CNUSED? Eh bien, les représentants juridiques de la même firme d'experts conseils en matière juridique. Et donc, ça c'est très important que de le dire. Ce système au Brésil, à l'époque, était en train de détruire notre magnifique pays. La dette était créée par des mécanismes de politique monétaire orientés par le FMI. Le FMI et la Banque mondiale ont procédé à une vérification de la mise en œuvre des mesures chaque année. Notre taux d'intérêt était de 17%. Les pertes des instruments swap étaient transformées en dette publique et on a décidé de transformer en dette publique toutes les erreurs de la politique monétaire. Et l'encours de la dette était plus élevé. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un audit de la dette avant toute action. Un audit de la dette qui permettrait un accès aux documents. Ainsi, on pourrait retracer le fil. D'où ça vient? Savoir combien d'argent est-ce que le pays a reçu, combien a été payé, combien est-ce qu'on doit véritablement. Qui a marqué son accord concernant cette dette? Cet argent, à quoi a-t-il servi? Qui en a été le bénéficiaire et qui est responsable? Seul un audit peut apporter des réponses à ces questions. L'audit de la dette n'est pas seulement un instrument technique. Oui, c'est vrai, c'est technique d'un point de vue, mais il ne s'agit pas uniquement de questions comptables. L'audit de la dette permet d'expliquer les mécanismes générant la dette publique. L'audit de la dette peut préciser les raisons expliquant
la croissance excessive de la dette et met à nu les structures de privilèges financiers. Et l'on voit également comment joue l'instrumentalisation politique, soit dans le cadre de dictature ou de la démocratie. Et cela se fait au bénéfice du secteur de la banque. On voit comment se met en place le système de la dette et l'on voit également quelle est l'architecture financière qui est déréglementée, qui donne la priorité à la spéculation au bénéfice des banques. Cet audit met à nu comment ce système nourrit le modèle économique qui conduit à des préjudices à la planète et aux gens, et cela sans aucun scrupule. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit mis en place un audit complet. Et cet audit sera l'occasion d'aller outre la rhétorique et de rechercher des éléments expliquant l'illégitimité et l'inégalité. C'est un instrument qui doit être un préalable à toute action juridique et à toute politique menée aujourd'hui. Le rapport d'audit se fondant sur le document est un instrument permettant d'avoir des actions concrètes, comme on l'a vu en Équateur, au Brésil et tout particulièrement en Grèce. Pour conclure, j'aimerais vous faire part d'un certain nombre de propositions et évoquer certains défis. Tout d'abord, il convient de rappeler que l'audit de la dette doit être un précédent à toute action. Ensuite, avant toute restructuration, tout refinancement, toute renégociation, toute autre action, il faut qu'il y ait un audit de la dette de façon à ce que l'on ne négocie aucun texte sur une dette illégitime ou odieuse. Ensuite, la participation citoyenne devrait aller de soi. Et il faudrait inclure des suggestions visant à inscrire dans le droit positif de tous les pays une telle participation citoyenne en faisant référence aux expériences équatoriennes, brésiliennes, argentines et d'autres. Il faut absolument qu'il y ait une surveillance de la dette avant autorisation. Il faut identifier dans chaque pays les processus de création de la dette publique en utilisant des mécanismes financiers et sur l'augmentation de la dette illégitime. Par exemple, la question des prêts et du renflouement des banques. Et il faut qu'il y ait une transparence pleine et entière en matière de dette publique. Transparence due aux personnes qui paient la facture. Enfin, je ne sais pas si vous avez bien vu ces images. Mais il faut dire que la régulation de l'architecture financière doit être remaniée. Les agences de notation du risque, le FMI, la Banque mondiale, les différentes banques centrales font le jeu des intérêts privés. Ça, il faut en discuter. Et puis, il faut également discuter de la façon dont le système de la dette alimente le modèle économique qui produit des dégâts à la planète et aux gens, et cela sans scrupule. Il faut parler de la dette écologique dont nous sommes les créanciers. Voilà, j'en ai terminé. Là, à l'image, vous voyez un crime qui est commis dans mon pays. Dans mon pays, dans mon État, par BHP, Billington, dans la vallée de San Marco. Ils ont détruit de nombreuses villes, des milliers de créatures ont été décimées, 20 personnes en sont décédées et un fleuve, tout un fleuve, est mort biologiquement du fait de ces dégâts. C'est une tragédie. Et il y a des milliers de cas comme ça qui pourraient se répéter au Brésil. Et par conséquent, il faut lancer un véritable débat sur l'audit de la dette à l'ONU et ici au sein du Parlement européen. On ne peut pas continuer à avoir des gens sacrifiés sur cette planète de façon à ce qu'une dette illégitime et odieuse soit remboursée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et je ne vais pas faire d'observation parce que c'est vous qui aurez la parole après. Je voudrais présenter Monsieur Borja, qui est ex-ministre des Finances. Il a été déclaré illégal 70% de leurs dettes et il y a eu